Lorsqu'il passa par la cuisine, il n'imagina jamais que la simple cuisinière cachait un secret dévastateur. Il resta paralysé en voyant le plat qu'elle avait préparé. La même recette que faisait sa bien-aimée avant de disparaître il y a 25 ans. Préparez-vous à une histoire qui va vous bouleverser le cœur. Le cliquetis familier des couteaux sur les planches à découper résonnait dans la cuisine de « la saveur ancestrale ». Comme une mélodie bien rodée, Nicolas Vautrin, 48 ans et 25 années de métier gravés dans ses mains expertes, orchestrait le ballet matinal de ses cuisiniers avec cette autorité tranquille qui caractérise les vrais chefs. « Julien, tes brunoises sont trop grosses. On prépare un coq au vin, pas de la ratatouille pour les touristes. » lança-t-il sans lever les yeux de sa mise en place, tout en ajustant machinalement la flamme sous sa cocotte en fonte. L'odeur du thym frais et du laurier flottait dans l'air, mélangée aux effluves de beurre clarifié qui grésillaient doucement. Nicolas inspira profondément. Cette cuisine, c'était son sanctuaire. Chaque casserole, chaque ustensile avait sa place, son histoire. Ici, dans ce rectangle de 15 mètres carrés carrelé de blanc, il avait reconstruit sa vie après elle, 25 ans, un quart de siècle qu'il s'interdisait de prononcer son prénom. Noémie, le mot lui échappa mentalement, et il serra les dents, concentrant son attention sur l'épluchage méticuleux d'une carotte. « Chef, la nouvelle arrive », annonça Monique depuis le passe-plat, sa voix perçant le brouhaha matinal. Nicolas releva la tête. Monique Durand, 62 ans, avait été témoin de tous ses bonheurs et de toutes ses peines. Ancienne serveuse devenue gérante, elle connaissait les clients par leur prénom et se souvenait de leurs plats préférés. Plus qu'une employée, c'était la mémoire vivante du restaurant. « Clara Meunier, c'est ça ?» demanda Nicolas en s'essuyant les mains sur son tablier. « Exactement. 24 ans. Formation à l'école hôtelière de Thonon. Plutôt douée d'après son CV. » Une jeune femme poussa la porte battante de la cuisine. Brune aux yeux verts. Elle portait sa veste de cuisine neuve avec cette raideur qui trahit les premiers jours. Son regard balaya rapidement l'espace, s'attardant sur les casseroles en cuivre suspendues et les herbes fraîches alignées avec une précision militaire. « Bonjour, je suis Clara Meunier », dit-elle en tendant une main ferme. Nicolas la serra brièvement, une poignée de main franche, des ongles courts et propres, pas de vernis. « Bien, Nicolas Vautrin, bienvenue chez nous, Monique vous a expliqué le fonctionnement. » Les bases, oui, j'ai hâte d'apprendre. Sa voix portait un léger accent que Nicolas n'arrivait pas à situer. Pas lyonnais, plutôt quelque chose de montagnard, auvergnat peut-être. Parfait. Aujourd'hui, vous observez et vous assistez. Demain, on verra ce que vous savez faire. Julien va vous montrer la réserve et l'organisation. Les heures du matin filèrent dans le rythme effréné de la préparation. Clara se révéla discrète et attentive. Posant les bonnes questions sans jamais gêner le travail, elle maniait le couteau avec une aisance qui ne trompait pas, et sa façon de tenir les casseroles trahissait une expérience plus solide que son âge ne le laissait supposer. Vers 11 heures, alors que Nicolas terminait la préparation de son fond de volaille, Clara s'approcha du plan de travail libre à côté de lui. « Chef, je peux préparer le coq au vin pour la carte du midi, histoire de vous montrer ce que je sais faire. » Nicolas hésita, confier la préparation d'un plat signature à une inconnue le premier jour, mais quelque chose dans le regard de Clara, une assurance tranquille, le convainquit. « D'accord, mais je supervise chaque étape. » Clara acquiesça et commença à rassembler ses ingrédients. Nicolas l'observait du coin de l'œil, tout en finissant sa propre préparation. Elle découpa le coq avec des gestes précis, sépara les morceaux avec la méthode exacte qu'il enseignait à ses apprentis, puis elle prit les herbes. Le monde de Nicolas bascula. Clara tenait le bouquet de thym et de laurier dans sa main gauche, exactement comme... Non, c'était impossible. Elle froissa les herbes entre ses doigts, en petits mouvements circulaires, libérant leurs essences avec une délicatesse qui lui coupa le souffle. Cette gestuelle, il ne l'avait vue qu'une seule fois dans sa vie, chez Noémie. « Où avez-vous appris à faire ça ?» demanda-t-il d'une voix qu'il espérait neutre. Clara leva les yeux, surprise. « Quoi donc ? Cette façon de travailler les herbes, avec la main gauche, en cercle ?» Un léger sourire éclaira le visage de la jeune femme. « C'est idiot, mais j'ai toujours fait comme ça. Une habitude que j'ai prise petite, je suppose. » Nicolas déglutit péniblement. Clara continuait sa préparation, inconsciente du séisme qu'elle venait de provoquer. Elle fit chauffer l'huile dans la cocotte,
y dora les morceaux de volaille avec un timing parfait. Puis vint le moment d'ajouter le vin. Elle prit la bouteille de Côtes-du-Rhône et versa le liquide rouge par petites quantités, jamais d'un coup, en inclinant légèrement la cocotte pour répartir l'alcool. Une technique que Nicolas n'enseignait jamais le premier jour, une technique que seuls les cuisiniers expérimentés maîtrisaient, une technique que Noémie utilisait. Les mains de Nicolas se mirent à trembler imperceptiblement. Il s'agrippa au rebord de son plan de travail, luttant contre le vertige qui menaçait de l'emporter. C'était impossible. Complètement impossible. « Chef, ça va !» La voix de Clara lui parvint comme à travers un brouillard. « Très bien, » mentit-il. « Continuez. » Mais quand Clara ajouta les épices, cette combinaison précise de poivre noir, de baies de genièvre et de cette pointe de cannelle que personne, jamais personne, n'utilisait dans le coq au vin, Nicolas dut s'appuyer contre le mur. Monique, qui surveillait la salle, choisit ce moment pour passer la tête par la porte. « Nicolas, tout va bien. Tu es tout pâle. » Ses yeux allèrent de Nicolas à Clara, qui touillait maintenant sa préparation en murmurant quelque chose d'inaudible. Exactement comme... Le regard de Monique se durcit. Elle aussi avait remarqué. Elle aussi se souvenait. « Ça va, » dit Nicolas d'une voix rauque. « J'ai juste besoin d'air. » Il sortit de la cuisine en chancelant, laissant derrière lui l'arôme du coq au vin de Clara, un arôme qui ressemblait à s'y méprendre à celui qui avait hanté ses rêves pendant 25 ans, un arôme de souvenirs et de questions qui n'auraient jamais dû ressurgir. Nicolas s'était réfugié dans la cour arrière du restaurant, aspirant l'air frais de décembre à grandes goulées, les mains tremblantes. Il alluma une cigarette, une habitude qu'il avait abandonnée depuis des années, mais qui revenait dans les moments de stress intense. Décembre 1998, il ferma les yeux et se laissa emporter par le souvenir. Malgré lui, Noémie riait dans cette même cuisine, ses cheveux bruns relevés en chignons désordonnés, quelques mèches rebelles encadrant son visage. Elle préparait son fameux coq au vin pour la première fois, nerveuse à l'idée de cuisiner pour les clients du restaurant où Nicolas venait d'être nommé sous-chef. « Tu es sûr pour les épices ?» avait-il demandé, en la voyant ajouter cette pointe de cannelle que personne n'utilisait jamais. « Fais-moi confiance », avait-elle répondu avec ce sourire en coin qui le faisait fondre. « C'est une recette de famille. Ma grand-mère disait que la cannelle révèle la douceur cachée du vin. » Elle avait froissé les herbes de cette façon si particulière. Main gauche, petit cercle, en murmurant des mots qu'il n'arrivait jamais à saisir, comme une incantation secrète. « Qu'est-ce que tu chantes ?» lui avait-il demandé. « Rien d'important, juste des mots que ma grand-mère me répétait pour porter chance au plat. » Cette nuit-là, ils avaient fait l'amour dans son petit appartement au-dessus du restaurant. Et elle avait murmuré contre son épaule qu'elle l'aimait. 3 mois plus tard, elle disparaissait. Nicolas, la voix de Monique le ramena brutalement au présent. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte, son expression grave confirmant ses pires craintes. « Tu l'as vu aussi, n'est-ce pas ?» dit-il en écrasant sa cigarette. Monique s'approcha, nouant son châle autour de ses épaules. « Ces gestes, Nicolas, j'ai failli m'évanouir. C'est exactement comme Noémie, je sais. Mais ce n'est pas possible. Cette gamine a 24 ans quand Noémie est partie. Elle aurait exactement cet âge maintenant. » Les mots flottèrent entre eux. Lourds de sous-entendus. Monique se tut, mais Nicolas lisait dans ses yeux la même question folle qui lui traversait l'esprit. « Ne dis pas de bêtises, » murmura-t-elle finalement. « Noémie n'était pas enceinte, elle me l'aurait dit. Tu en es certaine. » Le silence de Monique fut éloquent, de retour dans la cuisine. Nicolas tenta de reprendre le cours normal du service, mais ses yeux revenaient sans cesse vers Clara. Elle avait terminé son coq au vin et aidait maintenant Julien à dresser les assiettes. Chacun de ses mouvements était un écho du passé. La façon dont elle goûtait la sauce avec l'auriculaire, délicatement, avant de hocher la tête d'un air satisfait, la manière dont elle essuyait ses mains sur son tablier en partant du centre vers l'extérieur, et ce tic nerveux qu'elle avait de rejeter une mèche imaginaire derrière son oreille droite, exactement comme « Chef, vous voulez goûter ?» Clara lui tendait une cuillère de sa préparation. Nicolas hésita puis goûta. La saveur explosa sur ses papilles, et il dut s'appuyer contre le plan de travail. C'était exactement le même goût, exactement la même harmonie d'épices, la même profondeur, la même âme. « C'est très bien », parvint-il à articuler. Clara sourit, visiblement soulagée. « Merci, chef, j'avais peur de rater pour le premier jour. Où avez-vous appris cette recette ? » « Oh, j'ai un vieux carnet de quelqu'un de ma famille, des recettes traditionnelles d'Auvergne. »
D'Auvergne. Nicolas fronça les sourcils. Noémie n'avait jamais parlé de l'Auvergne. Elle était née à Marseille, avait grandi dans les Bouches-du-Rhône. Pendant le service du midi, Nicolas ne put s'empêcher d'observer Clara. Elle se mouvait dans la cuisine avec une grâce naturelle, anticipant les besoins de ses collègues, trouvant instinctivement l'emplacement de chaque ustensile, comme si elle avait toujours travaillé ici. « Elle a l'air de bien s'intégrer », nota Julien pendant une accalmie. « MMH », grogna Nicolas, perdu dans ses pensées. « Bizarre, cette façon qu'elle a de fredonner en travaillant, ça me rappelle quelqu'un, mais j'arrive pas à mettre le doigt dessus. » Nicolas se figea. « Comment ça, fredonner ?»« Ben oui, vous l'avez pas remarqué. Elle chantonne tout bas en cuisinant. Toujours la même mélodie. C'est mignon. » Le cœur de Nicolas s'accéléra. Noémie aussi fredonnait en travaillant. Toujours le même air. Une berceuse que sa grand-mère lui chantait enfant, à 15 heures, quand la cuisine retrouva son calme. Nicolas s'approcha de Clara qui nettoyait son poste de travail. « Clara, puis-je vous poser une question personnelle ?» Elle leva les yeux, méfiante. « Ça dépend laquelle. Votre famille, vos parents, ils cuisinent aussi ?» Le visage de Clara se referma instantanément. « Je n'ai pas vraiment de famille. Chef, j'ai grandi dans un orphelinat. » Un orphelinat. Nicolas sentit sa gorge se serrer. « Je suis désolée, je ne voulais pas. C'est pas grave, vous pouviez pas savoir. » Elle marqua une pause, puis ajouta « Les sœurs m'ont élevée, sœur Yvonne. Surtout, c'est elle qui m'a appris à cuisiner avec les recettes du carnet. » « Quel carnet ?» Clara hésita. Puis fouilla dans son sac à dos. Elle en sortit un petit cahier relié de cuir brun, aux pages jaunies par le temps. « Il était avec moi quand on m'a amené à l'orphelinat, avec quelques vêtements et un collier. » Nicolas tendit une main tremblante vers le carnet. Clara le lui donna avec précaution, en l'ouvrant. Nicolas reconnut immédiatement l'écriture fine et penchée. Son cœur s'arrêta de battre. C'était l'écriture de Noémie, page après page. Il retrouvait ses recettes, annotées de sa main, avec ses petits dessins dans les marges et ses conseils griffonnés. Et là, à la page du coq au vin, un petit cœur dessiné au crayon rouge. « Chef !» Clara le regardait avec inquiétude. « Ça va, vous êtes tout blanc. » Nicolas referma précipitamment le carnet et le lui rendit. « Excusez-moi, j'ai un coup de fatigue. Vous pouvez partir plus tôt aujourd'hui. Vous avez bien travaillé. » Clara rangea son carnet, visiblement troublée par la réaction de Nicolas. « D'accord, à demain alors. » Quand elle fut partie, Nicolas s'effondra sur une chaise. Monique, qui avait assisté à la scène de loin, s'approcha. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Le carnet, c'était le carnet de recettes de Noémie. Monique écarquilla les yeux. « Tu es sûre ?» ?»« Certain, j'ai reconnu son écriture. » Ses annotations et le cœur rouge sur la recette de coq au vin, c'est moi qui l'avais dessiné. Ils se regardèrent en silence, le poids de la révélation s'abattant sur eux. « Nicolas, » dit finalement Monique d'une voix douce, « il faut que tu découvres la vérité. Et si je n'ai pas envie de la connaître, il est trop tard pour ça. Cette petite est peut-être ma fille, » termina Nicolas dans un souffle. Le mot résonna dans la cuisine silencieuse comme un aveu. Nicolas n'avait pas fermé l'œil de la nuit. Allongé dans son lit, il fixait le plafond en retournant 1000 questions dans sa tête. Clara avait 24 ans. Si Noémie était enceinte quand elle était partie, les calculs collaient parfaitement, trop parfaitement. À 6 heures du matin, il abandonna tout espoir de dormir et se leva. Dans la cuisine de son appartement, il prépara un café serré et sortit son ordinateur portable. Ses doigts tremblaient légèrement quand il tapa « Orphelinat Auvergne » dans le moteur de recherche. Plusieurs établissements apparurent. Il nota les adresses, les numéros de téléphone. Puis il hésita. Avait-il vraiment le droit de fouiller dans le passé de Clara? Et s'il se trompait complètement? Mais les gestes, l'écriture, cette recette, non. C'était impossible que ce soit une coïncidence. Au restaurant, Clara l'accueillit avec un sourire timide. Elle portait la même veste de cuisine que la veille. Mais quelque chose avait changé dans son attitude, plus réservée, comme si elle sentait qu'un mystère planait autour d'elle. « Bonjour, chef. Comment allez-vous ce matin ?»« Très bien, merci. Et vous ?»« Ça va. » Elle marqua une pause. « Chef, hier, quand vous avez vu mon carnet, vous aviez l'air bizarre. Il y a un problème. »
Nicolas détourna les yeux. Non, pas du tout. Simple curiosité professionnelle. Mais Clara n'était pas dupe. Il voyait dans son regard qu'elle ne gobait pas son mensonge. La matinée passa dans une atmosphère tendue. Nicolas multipliait les prétextes pour s'approcher de Clara, guettant chacun de ses gestes, chacune de ses expressions. Plus il l'observait, plus les ressemblances le frappaient. La forme de ses mains, fines et expressives. Cette façon qu'elle avait de pencher la tête quand elle réfléchissait. Et surtout, ce petit pli qui se formait entre ses sourcils quand elle se concentrait, exactement le même que Noémie, vers midi, n'y tenant plus, Nicolas prétexta une course urgente et quitta le restaurant. Il avait pris sa décision. La route vers l'Auvergne serpentait à travers les collines brumeuses. Nicolas conduisait vite, trop vite, pressé d'en finir avec cette angoisse qui lui rongeait le ventre. Le GPS indiquait encore 40 minutes jusqu'à destination. L'orphelinat Saint-Joseph se dressait au bout d'une allée bordée de chênes centenaires. Un bâtiment de pierre grise, austère mais pas sinistre. Entouré d'un jardin soigneusement entretenu, Nicolas gara sa voiture et resta un moment immobile, rassemblant son courage. Une femme âgée aux cheveux blancs, tirés en chignon, l'accueillit à l'entrée. Elle portait un habit religieux simple et ses yeux bleus pétillaient de bienveillance. « Bonjour, je suis sœur Yvonne. Que puis-je faire pour vous, sœur Yvonne ?» le nom que Clara avait mentionné. « Bonjour ma sœur, je m'appelle Nicolas Vautrin, C'est un peu délicat. J'aimerais vous parler d'une jeune femme qui a grandi ici, Clara Meunier. » Le visage de la religieuse s'éclaira instantanément. « Clara, mon petit rayon de soleil, comment va-t-elle ? Ça fait si longtemps qu'elle n'est pas venue nous voir. Elle va bien. Elle travaille dans mon restaurant à Lyon. Ah, parfait. Elle a toujours eu un don pour la cuisine et vous êtes... » Nicolas hésita. « Son employeur. Mais j'ai des questions sur son passé. » L'expression de sœur Yvonne se fit plus méfiante. « Quel genre de questions ? Clara est une fille bien, vous savez. Jamais eu le moindre problème avec elle. Oh, je n'en doute pas. C'est juste que... j'ai l'impression de connaître quelqu'un de sa famille, sa mère peut-être. » Sœur Yvonne le dévisagea longuement, jaugeant ses intentions. « Entrez, nous allons prendre un thé. » Elle le conduisit dans un petit salon meublé simplement. Sur les murs, des photos d'enfants souriants témoignaient de décennies de dévouement. « Que voulez-vous savoir exactement ?» demanda-t-elle en servant le thé. « Comment Clara est-elle arrivée ici ?» La religieuse soupira. « C'était il y a 24 ans, une nuit de décembre, terrible, avec une tempête de neige. Quelqu'un a sonné vers 3 heures du matin. Quand j'ai ouvert, j'ai trouvé un panier sur le perron avec un bébé de quelques semaines à peine. » Nicolas sentit sa gorge se serrer. Personne n'a vu qui l'avait déposé. « Si, moi, » sœur Yvonne baissa la voix. « J'ai entrevu une femme qui s'enfuyait, jeune, très mince, cheveux bruns. Elle boitait légèrement, comme si elle était blessée. J'ai essayé de la rattraper pour lui parler, mais elle avait disparu dans la nuit. Elle n'est jamais revenue. » Un long silence. Sœur Yvonne but une gorgée de thé, visiblement en proie à un débat intérieur. « Si, » dit-elle finalement, plusieurs fois au fil des années, toujours de nuit, toujours cachée, elle venait regarder Clara jouer dans le jardin. De loin, elle ne s'approchait jamais. Vous lui avez parlé. Une seule fois, Clara devait avoir 8 ans. La femme était là, derrière la grille, et elle pleurait en regardant sa fille. Je suis sortie doucement. Sœur Yvonne ferma les yeux, se remémorant la scène. Elle était si maigre, si pâle. Elle avait des bleus sur les bras et le visage. Quand elle m'a vue, elle a paniqué. Mais je l'ai rassurée. Je lui ai dit que Clara allait bien, qu'elle grandissait dans l'amour. Qu'est-ce qu'elle vous a dit ? Qu'elle ne pouvait pas la reprendre, qu'un homme très dangereux la recherchait, et qu'il ferait du mal à Clara si jamais il la trouvait. Elle m'a supplié de continuer à protéger sa fille. Nicolas sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. Un homme dangereux. Elle ne m'a pas donné de détails, mais sa terreur était réelle. Cette pauvre femme vivait dans la peur constante. Comment s'appelait-elle ? Nouveau silence. Sœur Yvonne le regardait intensément. « Pourquoi cette question vous préoccupe-t-elle tant, monsieur Vautrin ?» Nicolas prit une profonde inspiration. « Parce que je pense que cette femme, c'était la femme que j'aimais, et que Clara pourrait être ma fille. » La religieuse écarquilla les yeux. « Votre fille, la femme que vous décrivez, ça ressemble à Noémie, Noémie Lemoine.
Elle a disparu de ma vie il y a 25 ans, en décembre, sans explication. »« Mon Dieu !» murmura sœur Yvonne. « Attendez-moi ici. » Elle quitta la pièce et revint quelques minutes plus tard avec un dossier jauni. Dans le panier de Clara, il y avait quelques affaires, dont ça. Elle tendit à Nicolas une petite carte d'identité déchirée. Le nom était partiellement effacé. Mais on pouvait encore lire « N ». Le moine. Les mains de Nicolas se mirent à trembler. Et il y avait aussi ça, ajouta sœur Yvonne en sortant une enveloppe scellée, avec instruction de la donner à Clara quand elle aurait 25 ans. Elle ne l'a pas encore eue. Son anniversaire est dans 2 semaines, le 15 décembre. 2 semaines. Nicolas regarda l'enveloppe, reconnaissant l'écriture fine de Noémie sur le devant. « Pour Clara, ma fille chérie, sœur Yvonne, dit-il d'une voix étranglée, je crois que nous devons parler. J'ai des choses à vous raconter sur Noémie. » La religieuse hocha la tête gravement. « Je crois que c'est effectivement nécessaire. Monsieur Vautrin, cet enfant a le droit de connaître la vérité sur ses parents. » Dehors, le vent d'hiver faisait gémir les branches des chênes. Dans le petit salon, 2 adultes s'apprêtaient à reconstituer le puzzle d'une vie brisée. 24 ans plus tôt, Nicolas prit une longue inspiration avant de commencer son récit. Les mots lui semblaient lourds, chargés de 25 années de douleur et d'incompréhension. Noémie et moi, nous nous sommes rencontrés en 1997. Elle travaillait comme serveuse dans un petit bistrot près des Halles de Lyon. Moi, j'étais commis dans un restaurant étoilé. Elle était lumineuse. Drôle, passionnée de cuisine, toujours en train de tester de nouvelles recettes. Sœur Yvonne l'écoutait attentivement, ses mains ridées posées sur la table. Nous avons vécu ensemble pendant 1 an et demi, les plus beaux mois de ma vie. Elle parlait de s'installer, d'ouvrir peut-être un petit restaurant ensemble. Et puis, un matin de décembre 1988, elle n'était plus là. Comment ça, plus là? Disparue, envolée, ses affaires étaient parties. Elle avait laissé juste une lettre froide disant qu'elle avait trouvé une meilleure opportunité ailleurs. Pas d'adresse, pas de numéro, rien. La religieuse fronça les sourcils. Ah, ça ne ressemble pas à la femme terrifiée que j'ai rencontrée. Non, effectivement, sur le moment, j'ai cru qu'elle m'avait quittée pour un autre, un homme plus riche, plus intéressant. J'ai été détruit, j'ai mis des années à m'en remettre. Nicolas marqua une pause, les souvenirs remontant à la surface comme de vieilles blessures qui se rouvrent. Si j'avais su qu'elle était enceinte, si j'avais su qu'elle était en danger, Monsieur Vautrin, dit doucement sœur Yvonne, je vais vous raconter ce que cette pauvre femme m'a confié lors de notre seule vraie conversation. Mais préparez-vous, c'est difficile à entendre. Nicolas hocha la tête, se cramponnant aux accoudoirs de son fauteuil. Elle s'appelait bien Noémie. Elle m'a dit qu'elle avait fui un homme qui la retenait prisonnière, un homme violent et obsédé qui l'avait enlevée parce qu'il était fou d'elle. Enlevée, Nicolas blêmit. Quand? Comment? D'après ce qu'elle m'a raconté, cet homme l'avait remarquée dans le restaurant où elle travaillait. Il venait souvent, la harcelait, lui envoyait des fleurs, des cadeaux qu'elle refusait. Puis un soir, en sortant du travail, sœur Yvonne s'interrompit, cherchant ses mots. Il l'a fait monter de force dans sa voiture, l'a emmenée dans une maison isolée quelque part en banlieue lyonnaise. Elle y est restée des semaines. « Mon Dieu !» murmura Nicolas, la nausée au bord des lèvres. Il l'a forcée à cuisiner pour lui, à jouer la parfaite petite épouse. Mais elle était prisonnière. Les fenêtres étaient barricadées, les portes verrouillées, et il lui montrait des photos de vous, de moi. Il vous avait pris en filature. Il connaissait vos habitudes, votre adresse, votre travail. Il lui disait que si elle tentait de s'enfuir ou de vous contacter, il vous tuerait. Nicolas sentit ses jambes se dérober sous lui. Tout ce temps, Noémie avait été séquestrée, terrorisée. Et lui, il l'avait haï pour son abandon. Comment a-t-elle réussi à s'échapper? Elle était enceinte de 2 mois quand elle a découvert une fenêtre mal fermée dans la cave. Elle a réussi à se glisser dehors pendant qu'il dormait, mais elle savait qu'il la chercherait partout. Sœur Yvonne se leva et alla regarder par la fenêtre, comme si elle revoyait cette nuit terrible. Elle est arrivée ici dans un état épouvantable, maigre, blessée, enceinte et terrifiée. Elle tremblait sans arrêt, sursautait au moindre bruit. Elle m'a supplié de garder le bébé quand il naîtrait, de ne jamais révéler son existence. Mais pourquoi ne pas être venu me trouver? Nous aurions pu nous défendre ensemble.
Alertez la police. Monsieur Vautrin, dit tristement la religieuse. Cette femme était brisée. Elle était convaincue que cet homme vous tuerait si vous saviez où elle était. Dans son esprit, vous sauver signifiait renoncer à vous. Nicolas enfouit son visage dans ses mains. 25 ans de colère et de rancœur s'effondraient d'un coup. Remplacée par une douleur immense et une culpabilité dévorante, elle a accouché ici. Oui, en secret. J'ai fait venir un médecin de confiance. Clara est née un 15 décembre, sous la neige. Un beau bébé, en parfaite santé. Et après, Noémie est restée quelques jours, le temps de récupérer, puis elle est repartie. En me confiant Clara, elle pleurait tellement, mais elle était convaincue que c'était la seule façon de protéger sa fille. Où est-elle allée? Le visage de sœur Yvonne s'assombrit encore. Je ne sais pas exactement, mais il l'a retrouvée. Comment le savez-vous? Parce qu'elle est revenue quelques mois plus tard, encore plus maigre, encore plus terrifiée. Elle avait essayé de se cacher, mais il avait des moyens, des relations. Il l'avait rattrapée. Nicolas serra les poings. Et la police? Vous n'avez jamais pensé à... Bien sûr que j'y ai pensé, mais elle me suppliait de ne rien faire. Elle disait que cet homme était puissant, qu'il avait des amis partout, qu'une plainte ne servirait qu'à le rendre plus violent. Comment s'appelait-il? Jacques Delaunay. Elle a fini par me donner son nom lors de sa dernière visite. Nicolas fronça les sourcils. Ce nom lui disait quelque chose, mais il n'arrivait pas à remettre le visage dessus. Sa dernière visite. Il y a 5 ans, elle était très malade, visiblement, amaigrie, pâle. Elle toussait beaucoup. Elle m'a dit qu'elle ne pouvait plus venir voir Clara grandir, que c'était trop dangereux. C'est ce jour-là qu'elle m'a donné l'enveloppe pour les 25 ans de Clara. Qu'est-ce qu'elle vous a dit d'autre? Sœur Yvonne essuya discrètement une larme, que Clara avait un père merveilleux, qui s'appelait Nicolas Vautrin, et qu'elle travaillait dans un restaurant à Lyon, que si jamais elle ne revenait plus, je devais encourager Clara à vous chercher quand elle serait assez grande pour comprendre. Elle vous a dit autre chose sur Delaunay, qu'il possédait plusieurs restaurants, qu'il était respecté en ville, mais que c'était un monstre, qu'il la battait, qu'il l'obligeait à cuisiner pour ses clients en la menaçant sans arrêt. Elle était devenue sa prisonnière privée. Nicolas se leva brusquement, faisant les 100 pas dans la petite pièce. « Il faut que je retrouve ce salaud. Il faut que je... » « Monsieur Vautrin ?» l'interrompit fermement sœur Yvonne. « Réfléchissez, cet homme a détruit la vie de Noémie. Si vous agissez impulsivement, vous risquez de mettre Clara en danger. Mais on ne peut pas le laisser s'en tirer comme ça. Je ne dis pas le contraire, mais il faut être intelligent, stratégique. » Nicolas s'arrêta devant la fenêtre, regardant sans voir le jardin enneigé. Clara sait-elle quelque chose sur sa mère? Rien, je lui ai juste dit qu'une femme l'avait amenée ici en me demandant de bien s'occuper d'elle. Clara a parfois posé des questions, surtout adolescente, mais je n'ai jamais rien révélé. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Sœur Yvonne prit l'enveloppe scellée et la tendit à Nicolas. Dans 2 semaines, Clara aura 25 ans. Cette lettre lui expliquera tout. À ce moment-là, ce sera à vous deux de décider comment affronter la vérité. Nicolas prit l'enveloppe d'une main tremblante. Le dernier message de Noémie à leur fille. Les mots qu'elle n'avait jamais pu lui dire. « Monsieur Vautrin », ajouta doucement la religieuse. « Noémie vous aimait, elle n'a jamais cessé de vous aimer. Tout ce qu'elle a fait, c'était pour vous protéger. » Dehors, la nuit tombait déjà. Nicolas savait qu'il devait rentrer, retrouver Clara, continuer à jouer la comédie encore quelques jours. Mais tout avait changé. Sa fille travaillait dans sa cuisine. Et quelque part, Jacques Delaunay était toujours en liberté. Le trajet de retour vers Lyon fut un cauchemar. Nicolas conduisait mécaniquement. L'enveloppe de Noémie posée sur le siège passager comme une bombe à retardement. Dans sa tête, les révélations de sœur Yvonne tournaient en boucle, reconstituant peu à peu l'horreur qu'avait vécue la femme qu'il aimait, Jacques Delaunay. Ce nom continuait de lui échapper, mais il était certain de l'avoir déjà entendu quelque part. Dans le milieu de la restauration lyonnaise, probablement, arrivé chez lui vers 22 heures, Nicolas s'effondra dans son fauteuil. Épuisé émotionnellement, il regarda longuement l'enveloppe, puis la posa sur sa table basse sans l'ouvrir. Pas encore, il n'était pas prêt. Le lendemain matin, Clara l'attendait dans la cuisine du restaurant. Déjà en tenue de travail, elle lui sourit, mais Nicolas remarqua une ombre d'inquiétude dans ses yeux verts. « Bonjour chef, vous allez mieux. Hier, vous avez eu l'air préoccupé. Ça va très bien.
mentit Nicolas, en enfilant sa veste de cuisine. Mais Clara n'était pas dupe. Pendant toute la matinée, il sentit son regard posé sur lui, interrogateur. Elle travaillait avec son efficacité habituelle, mais quelque chose avait changé dans leur relation. Une tension nouvelle, faite de questions non posées et de vérités cachées. Vers midi, profitant d'une accalmie, Nicolas s'isola dans son bureau et alluma son ordinateur. Il tapa « Jacques Delaunay, restaurant Lyon » dans le moteur de recherche. Les résultats le glacèrent. Jacques Delaunay, 58 ans, propriétaire de la chaîne Les Saveurs de Lyon, 8 établissements dans l'agglomération, une figure respectée de la gastronomie locale, membre du syndicat des restaurateurs, régulièrement cité dans la presse spécialisée, sur les photos. Un homme corpulent au sourire commercial, cheveux gris soigneusement coiffés, costume sur mesure. Nicolas scrolla les articles, cherchant des détails sur sa vie privée, marié puis divorcé en 2003, pas d'enfants officiels, domicilié dans une villa cossue de Écully, fortune estimée à plusieurs millions d'euros. Rien dans ces articles élogieux ne laissait transparaître la vraie nature du personnage. Le monstre que décrivait sœur Yvonne se cachait derrière une façade de bourgeois respectable. Un détail attira son attention. En 1998, l'année de la disparition de Noémie, Delaunay avait racheté 3 restaurants en difficulté. L'article mentionnait qu'il avait révolutionné leur carte grâce à une cuisinière exceptionnelle qui préférait rester dans l'ombre. Une cuisinière qui préférait rester dans l'ombre. Nicolas sentit la nausée le reprendre. Noémie, prisonnière, forcée de cuisiner pour les clients de son ravisseur. Chef. La voix de Clara le fit sursauter. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte, l'air inquiet. Excusez-moi, je ne voulais pas vous déranger. Monique dit que vous ne répondez plus quand on vous appelle. Nicolas referma précipitamment l'ordinateur. Non, c'est bon. J'étais juste en train de vérifier des factures. Clara s'avança d'un pas, hésitante. Chef, depuis hier, vous êtes bizarre avec moi. J'ai fait quelque chose de mal. Bien sûr que non. Pourquoi tu penses ça? Cette façon que vous avez de me regarder, comme si vous voyiez quelqu'un d'autre à ma place. La perspicacité de Clara le déstabilisa. Elle avait raison. Évidemment, depuis qu'il connaissait la vérité, il ne pouvait plus la regarder sans voir Noémie. Les mêmes gestes, la même grâce, le même petit pli entre les sourcils quand elle réfléchissait. « Clara, asseyez-vous. Il faut qu'on parle. » Elle s'installa face à lui, visiblement tendue. « Je ne sais pas comment vous dire ça, » commença Nicolas. « Mais je pense que j'ai connu votre mère. » Le visage de Clara se figea. « Ma mère. Hier, je suis allée voir sœur Yvonne à l'orphelinat. Vous avez fait quoi ?» Clara se leva d'un bond, les yeux étincelants de colère. « Vous n'aviez pas le droit. Ma vie privée ne vous regarde pas. Clara, écoutez-moi. » « Non, vous écoutez-moi. » Ses joues s'étaient empourprées. « J'ai 24 ans. Je ne suis plus une gamine. Si j'avais voulu que vous sachiez d'où je venais, je vous l'aurais dit. Votre mère s'appelait Noémie Lemoine. » Clara se figea, comme frappée par la foudre. « Comment vous savez ça ?»« Parce qu'elle était la femme de ma vie et qu'elle a disparu en décembre 1998, enceinte de vous. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Clara le regardait, bouche ouverte, essayant de digérer cette révélation impossible. « C'est pas possible, » balbutia-t-elle finalement. Nicolas sortit l'enveloppe de sa poche. « Sœur Yvonne m'a donné ça. C'est une lettre que votre mère a laissée pour vous. Elle devait vous être remise le jour de vos 25 ans. » Clara fixait l'enveloppe comme si c'était un serpent venimeux. « Je ne veux pas la lire. Clara, je ne veux pas, » cria-t-elle. « Vous débarquez dans ma vie, vous fouinez dans mon passé, et maintenant vous me dites que ma mère, que je ne connais même pas, était votre copine. C'est n'importe quoi. » Les larmes coulèrent maintenant sur ses joues. Nicolas tendit la main vers elle, mais elle recula. « Ne me touchez pas. Vous n'êtes qu'un inconnu. Je ne sais même pas si ce que vous me racontez est vrai. Clara, s'il vous plaît, laissez-moi vous expliquer. » « Expliquer quoi? Que ma mère était une salope qui vous a plaqué enceinte, que je suis un accident dont personne n'a voulu. Non, ce n'est pas du tout ça. » Mais Clara était déjà partie. Claquant la porte du bureau si fort que les vitres tremblèrent, Nicolas resta seul, l'enveloppe à la main, se demandant s'il n'avait pas tout gâché. Peut-être aurait-il dû attendre, préparer le terrain différemment. 1 heure plus tard, Monique vint le trouver. « Elle est partie », annonça-t-elle simplement.
Comment ça, partie? Elle a rendu sa veste de cuisine et elle est sortie. Elle pleurait. Nicolas se leva précipitamment. Il faut que j'aille la chercher. Nicolas, dit fermement Monique, laisse-lui le temps. Cette gamine vient d'apprendre que toute sa vie était un mensonge. Elle a besoin de digérer. Mais si elle ne revient pas, elle reviendra. Elle a besoin de réponses, même si ça lui fait peur. Ce soir-là, seul dans son appartement, Nicolas finit par ouvrir l'enveloppe de Noémie. Sa main tremblait quand il déplia la lettre, reconnaissant cette écriture fine qu'il avait tant aimée. « Ma Clara chérie, si tu lis cette lettre, c'est que tu as maintenant 25 ans et que sœur Yvonne a estimé que tu étais prête à connaître la vérité. J'espère qu'elle t'a aussi parlé de ton père. Je sais que tu m'en veux de t'avoir abandonné. Tu as raison. Mais il faut que tu saches que pas un jour ne s'est écoulé sans que je pense à toi. Si je t'ai laissé à l'orphelinat, c'était pour te protéger. Ton père s'appelle Nicolas Vautrin. C'est l'homme le plus bon, le plus généreux que j'ai jamais rencontré. Il ne sait pas que tu existes, car j'ai été obligée de lui mentir, de le faire souffrir, pour vous protéger tous les deux. Un homme dangereux m'a séquestrée, ma chérie. Il m'a tenue prisonnière pendant des années, me forçant à cuisiner pour lui, menaçant de tuer Nicolas si je tentais de m'enfuir. Je n'ai pu m'échapper qu'une seule fois, pour te mettre au monde et te confier aux sœurs. Dans le carnet de recettes que je t'ai laissé, j'ai marqué d'un cœur toutes celles que Nicolas et moi préparions ensemble. Si tu le retrouves un jour, cuisinez-les ensemble. C'est ma façon de vous réunir. Pardonne-moi, ma fille. Pardonne-moi de n'avoir pas été plus forte. J'espère qu'un jour tu comprendras que tout ce que j'ai fait, c'était par amour pour vous deux. Ta maman qui t'aime pour l'éternité, Noémie. Nicolas replia la lettre, les yeux embués. Maintenant, il ne lui restait plus qu'à convaincre Clara de lui donner une chance. De leur donner une chance d'être enfin une famille. 3 jours passèrent sans nouvelles de Clara. Nicolas avait tenté de l'appeler plusieurs fois, mais elle ne répondait pas. Il était même allé sonner à l'adresse qu'elle avait donnée lors de son embauche. Un petit studio dans le 3e arrondissement. Mais personne n'avait ouvert. Le restaurant tournait au ralenti. Nicolas n'arrivait plus à se concentrer, brûlant les sauces, ratant les cuissons. Monique le regardait avec inquiétude, multipliant les recommandations de patience. « Elle reviendra », répétait-elle. « Donne-lui le temps. » Mais Nicolas n'était plus sûr de rien. Et si Clara était partie pour de bon? Et s'il avait brisé sa seule chance de connaître sa fille, le jeudi matin, alors qu'il préparait machinalement sa mise en place, la porte de la cuisine s'ouvrit, Clara apparut, les traits tirés, les yeux cernés. Elle portait les mêmes vêtements que 3 jours plus tôt. « Bonjour », dit-elle simplement. « Clara », Nicolas lâcha son couteau. « Où étiez-vous ? J'étais mort d'inquiétude. J'avais besoin de réfléchir. Je suis allée marcher. Pendant 3 jours. » Un petit sourire triste éclaira son visage. « J'ai dormi dans ma voiture, et dans un hôtel miteux près de la gare, j'avais besoin d'être seule. » Nicolas la dévisagea. Elle avait perdu du poids. Ses joues étaient recreuses. Mais il y avait quelque chose de différent dans son regard, une résolution nouvelle. « J'ai pris ma décision », annonça-t-elle. « Je veux lire la lettre. » Le cœur de Nicolas fit un bond. « Vous êtes sûr ? » ?»« Non, mais j'ai besoin de savoir. J'ai 24 ans et je ne sais rien de moi, de d'où je viens, de qui je suis vraiment. Ça suffit. » Nicolas hocha la tête et sortit l'enveloppe de sa poche. Il l'avait gardée sur lui depuis 3 jours, comme un talisman. « Vous voulez que je vous laisse seule pour la lire ?» Clara hésita, puis secoua la tête. « Non, si vous êtes vraiment mon père, autant qu'on découvre ensemble ce qu'elle avait à me dire. » Ils s'installèrent dans le petit bureau, face à face. Clara prit l'enveloppe d'une main tremblante et l'ouvrit délicatement. Ses yeux parcoururent rapidement les premières lignes, puis elle ralentit, s'attardant sur chaque mot. Nicolas l'observait. Guettant ses réactions, il vit ses yeux s'écarquiller quand elle lut le passage sur la séquestration, puis se remplir de larmes à l'évocation de l'amour maternel. Quand elle eut terminé, Clara resta silencieuse un long moment, la lettre posée devant elle. « Elle dit que vous ne saviez pas », murmura-t-elle finalement. « C'est vrai. Si j'avais su que vous existiez, vous auriez fait quoi ?» La question le prit de court. « J'aurais tout fait pour vous retrouver, pour vous protéger toutes les deux, même si cet homme était dangereux. Surtout si cet homme était dangereux. » Clara hocha lentement la tête, puis, sans prévenir, elle éclata en sanglots, des pleurs longs, profonds,
comme si 24 années de questions refoulées sortèrent d'un coup. Nicolas hésita, puis s'approcha et posa doucement sa main sur son épaule. Elle ne le repoussa pas. « Je suis désolé, dit-il. Désolé que vous ayez grandi sans nous. Désolé que votre mère ait souffert. Désolé de ne pas avoir été là. Ce n'est pas votre faute, hoqueta Clara. C'est juste, j'ai toujours imaginé que ma mère était une gamine qui ne voulait pas de moi. Et là, j'apprends qu'elle m'aimait, qu'elle s'est sacrifiée pour me protéger. Elle vous aimait énormément. Ça se sent dans chaque mot de cette lettre. » Clara essuya ses larmes et relut certains passages. Elle parle des recettes marquées d'un cœur, dans mon carnet. Oui, celle qu'elle préparait avec moi. Le coq au vin. Il y a un cœur sur cette recette. C'est moi qui l'avais dessiné pour plaisanter, parce qu'elle disait que c'était notre plat porte-bonheur. Un silence s'installa entre eux. Clara regardait la lettre, puis Nicolas, comme si elle essayait de reconstituer les pièces d'un puzzle. « Vous lui ressemblez vraiment ?» demanda-t-elle soudain. « En quoi ?»« Votre façon de touiller les sauces. De pencher la tête quand vous réfléchissez. Monique m'a dit que j'avais exactement les mêmes gestes qu'une ancienne employée. Noémie avait travaillé ici quelques semaines avant sa disparition. Monique s'en souvient très bien. » Clara se leva et alla regarder par la fenêtre du bureau. « Cet homme, Jacques Delaunay, il est toujours en liberté. »« Oui. » Nicolas sentit une colère froide l'envahir. « J'ai fait des recherches. Il possède une chaîne de restaurants. Il est respecté. Personne ne soupçonne rien. Et ma mère ?» Nicolas hésita. Sœur Yvonne ne lui avait pas donné de détails sur la mort de Noémie, mais son état lors de la dernière visite ne laissait guère de doute. « Je ne sais pas exactement, mais d'après Sœur Yvonne, elle était très malade lors de sa dernière visite. C'était il y a 5 ans. » Clara se tourna vers lui, les yeux rougis mais déterminés. « Il faut qu'on le retrouve. Il faut qu'il paye pour ce qu'il a fait. » Clara. « C'est dangereux. Cet homme a des relations, du pouvoir. Et alors, on va le laisser s'en tirer. Il a détruit ma famille avant même que j'aie pu la connaître. » Sa véhémence surprit Nicolas. Sous ses airs fragiles, Clara cachait une force insoupçonnée. « Qu'est-ce que vous proposez ? Je ne sais pas encore. » « Mais on trouvera un moyen. » Elle se rassit face à lui. « D'abord, j'aimerais qu'on apprenne à se connaître, si vous voulez bien. » Le cœur de Nicolas se serra. « Bien sûr que je veux. Mais Clara, je ne sais pas comment être un père. J'ai raté les 24 premières années de votre vie. Moi non plus. Je ne sais pas comment être une fille. On apprendra ensemble. » Elle tendit une main hésitante vers lui. Nicolas la prit dans la sienne, remarquant qu'elle avait les mêmes doigts fins que Noémie, les mêmes ongles bien soignés. « Papa », dit-elle en testant le mot. « Ça sonne bizarre. Pour moi aussi, » admit Nicolas. La gorge nouée. On commence par quoi ? Nicolas réfléchit, puis sourit. Par la cuisine. Votre mère disait toujours que c'était là qu'on se révélait vraiment. Si ça vous va, on pourrait préparer ensemble une des recettes marquées d'un cœur. Clara acquiesça, essuyant ses dernières larmes. Le coq au vin. Le coq au vin. Ils retournèrent dans la cuisine main dans la main. Monique, qui préparait la salle, s'arrêta en les voyant et sourit, les yeux humides. « Alors ?» demanda-t-elle. « Alors ?» dit Clara en prenant son tablier. « Il semblerait que j'ai retrouvé ma famille. » Nicolas sortit le carnet de recettes de Clara et l'ouvrit à la page du coq au vin. Le petit cœur rouge était toujours là, un peu passé mais bien visible. « Prête ?» demanda-t-il. « Prête ?» Côte à côte, père et fille se mirent à cuisiner. Les gestes de Clara épousaient naturellement ceux de Nicolas, comme si une mémoire génétique guidait leurs mains, et pour la première fois depuis 25 ans, Nicolas eut l'impression que Noémie était là, avec eux, souriant de les voir enfin réunis. Quelque part dans Lyon, Jacques Delaunay continuait sa vie de bourgeois respectable. Ignorant que son passé était en train de le rattraper, 2 semaines s'écoulèrent dans une atmosphère étrange mais apaisante. Nicolas et Clara apprenaient à se découvrir à travers 1000 petits détails du quotidien. Elle aimait le café très serré, comme lui. Elle avait la même manie de ranger obsessionnellement ses couteaux par ordre de taille, et quand elle riait, ce qui arrivait de plus en plus souvent, elle avait exactement la même façon que Noémie de rejeter la tête en arrière. « Papa !» dit-elle un matin en préparant une brunoise de légumes. Le mot coulait maintenant naturellement dans sa bouche. « Raconte-moi encore comment vous vous êtes rencontrés, maman et toi. » Nicolas sourit. Elle ne se lassait jamais d'entendre des histoires sur Noémie.
comme si elle tentait de reconstituer l'image d'une mère qu'elle n'avait jamais connue. C'était aux Halles de Lyon. Elle travaillait dans ce petit bistrot tenu par un vieux Lyonnais qui gueulait tout le temps. Moi, je venais acheter mes poissons chez le poissonnier d'à côté. Et un jour, elle m'a renversé un plateau de café dessus. Elle était mortifiée. Elle s'excusait en bégayant. « J'ai trouvé ça adorable », Clara gloussa. « Très romantique, le renversage de café. Elle m'a proposé de payer le nettoyage de ma veste. J'ai dit que je préférais qu'elle m'invite à dîner, et elle a accepté. Au bout de 3 demandes, ta mère était têtue. » Ils continuèrent à travailler en silence. Complices dans leurs gestes synchronisés, Monique, qui les observait depuis la salle, ne pouvait s'empêcher de sourire. Père et fille avaient trouvé leur rythme. L'après-midi du 15 décembre, le jour des 25 ans de Clara, Nicolas lui offrit un couteau de chef forgé artisanalement avec ses initiales gravées sur la lame. « Joyeux anniversaire, ma fille !» Clara contempla l'objet, émue. « Papa, il est magnifique. Chaque cuisinier digne de ce nom doit avoir son couteau personnel. Celui-ci est à toi pour la vie. » Elle l'embrassa sur la joue, et Nicolas sentit son cœur se gonfler d'un bonheur qu'il n'avait jamais osé espérer. Mais leur bonheur fragile allait être mis à l'épreuve plus tôt que prévu. Le lendemain soir, alors que le service touchait à sa fin, un homme entra dans le restaurant. La cinquantaine, corpulent, costume sombre impeccable. Il avait cette assurance arrogante des gens habitués à ce qu'on leur obéisse. Nicolas, qui sortait de cuisine pour saluer quelques clients réguliers, s'arrêta net en le voyant. Ce visage, il l'avait vu sur Internet lors de ses recherches. Jacques Delaunay, l'homme parcourut la salle du regard, puis ses yeux se posèrent sur Nicolas. Un sourire froid étira ses lèvres. « Monsieur Vautrin, je présume ?» Nicolas sentit ses jambes se dérober. Comment Delaunay connaissait-il son nom? Comment l'avait-il retrouvé? Que voulez-vous? Parvint-il à articuler? Discuter? Vous avez quelques minutes? Ce n'était pas vraiment une question. Delaunay s'installa à une table libre. Ignorant les regards curieux des derniers clients, Nicolas, pétrifié, finit par s'asseoir en face de lui. « Vous devez vous demander comment je sais qui vous êtes », dit Delaunay d'une voix doucereuse. « C'est très simple. Depuis quelques jours, quelqu'un pose des questions sur moi, des questions indiscrètes. » Nicolas déglutit péniblement. Il avait effectivement contacté plusieurs personnes dans le milieu de la restauration pour en apprendre plus sur Delaunay. « Je ne vois pas de quoi vous parlez. Allons, Monsieur Vautrin, ne me prenez pas pour un imbécile, vous et votre petite protégée. Vous croyez être discret ?» Le sang de Nicolas se glaça. « Quelle petite protégée ?» Delaunay sortit son téléphone et fit défiler quelques photos. Nicolas reconnut Clara, prise en filature devant le restaurant, à son appartement, au marché. « Jolie fille. Elle ressemble beaucoup à quelqu'un que j'ai connu autrefois. »« Vous êtes malade, » cracha Nicolas. « Attention à vos paroles, Monsieur Vautrin. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. » À cet instant, Clara sortit de la cuisine, un plateau de verres sales à la main. En voyant Delaunay, elle s'arrêta instinctivement, sentant la tension qui régnait à leur table. Delaunay se tourna vers elle et son visage s'illumina d'un sourire répugnant. « Bonsoir, Clara. Vous êtes encore plus belle que sur les photos. » Clara pâlit et manqua lâcher son plateau. « Comment vous connaissez mon nom ? Oh, ma chère enfant, je sais beaucoup de choses sur vous. Par exemple, que vous avez grandi dans un orphelinat en Auvergne, que vous êtes né un 15 décembre, et que votre mère s'appelait Noémie. » Nicolas se leva d'un bond, les poings serrés. « Fichez-lui la paix. Du calme, Monsieur Vautrin. Je ne suis pas là pour faire du mal à cette délicieuse enfant, au contraire. » Il se tourna de nouveau vers Clara, qui s'était rapprochée par instinct protecteur de Nicolas. « Clara, ma chère, votre mère était une femme exceptionnelle, une cuisinière hors pair. Elle m'a beaucoup appris. Vous la connaissiez ?» Clara avait retrouvé sa voix, mais elle tremblait légèrement. « Connaître, c'est un bien faible mot. Noémie et moi, nous avons partagé de merveilleux moments. Elle cuisinait pour moi, vous savez. Dans mes restaurants, elle était très talentueuse. » Le ton doucereux avec lequel il prononçait ces mots rendait Nicolas malade. Clara, elle, semblait hypnotisée par cet homme qui était la première personne, hormis Nicolas, à lui parler de sa mère. « Où est-elle maintenant ?» demanda-t-elle. Le visage de Delaunay s'assombrit une fraction de seconde. « Hélas, Noémie nous a quittés il y a quelques années. Une maladie, vous savez,
très triste. Clara chancela. Nicolas la rattrapa par le bras. « Vous mentez, siffla-t-il. Elle était prisonnière. Vous l'avez séquestrée, torturée. Allons donc. » Quelle imagination débordante. Noémie était libre de ses mouvements. Si elle n'est pas revenue vers vous, monsieur Vautrin, c'est qu'elle ne le souhaitait pas. Nicolas sentit la rage l'envahir, mais Clara posa une main apaisante sur son bras. « Monsieur, dit-elle d'une voix qu'elle voulait ferme, pourquoi êtes-vous venu ici ?» Delaunay sourit de nouveau, reprenant contenance. « Excellente question, ma chère enfant. Voyez-vous, j'ai appris que vous travailliez dans ce modeste établissement, et je me suis dit qu'une cuisinière de votre talent méritait mieux. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je vous offre un poste. Clara, dans mes cuisines, un vrai salaire, des responsabilités, la possibilité d'apprendre auprès des meilleurs chefs de Lyon, vous seriez sous ma protection personnelle. » Le sous-entendu était clair. Nicolas se dressa, menaçant. « Jamais elle n'acceptera. Laissons-la répondre elle-même. Voulez-vous » Delaunay ne quittait pas Clara des yeux. « Alors, ma chère, qu'en dites-vous » Clara regardait alternativement Nicolas et Delaunay, manifestement troublée. Cet homme lui proposait ce dont elle rêvait. Une vraie carrière, des perspectives d'avenir. Mais quelque chose dans son regard, dans sa façon de la dévisager, la mettait profondément mal à l'aise. « J'ai besoin de réfléchir, » dit-elle finalement. « Bien sûr, prenez votre temps. » Delaunay se leva et ajusta sa veste. « Mais ne réfléchissez pas trop longtemps. Les opportunités comme celle-ci ne se présentent pas souvent. » Il se dirigea vers la sortie. Puis se retourna une dernière fois. « Au fait, monsieur Vautrin, j'espère que vous ne ferez pas la même erreur que par le passé. Noémie a payé très cher votre entêtement. » Sur ces mots, il quitta le restaurant, laissant derrière lui un silence pesant. Clara se tourna vers Nicolas, les yeux pleins de questions et d'angoisse. « Papa, cet homme, il me fait peur !» Nicolas la prit dans ses bras, sentant qu'ils venèrent de franchir un point de non-retour. « Moi aussi, ma chérie, moi aussi. » Nicolas ne dormit pas de la nuit. Delaunay était donc vivant, libre, et il avait retrouvé leurs traces. Pire, il s'intéressait à Clara. L'histoire se répétait. 25 ans plus tard, au petit matin, il téléphona à sœur Yvonne pour la prévenir. La religieuse écouta son récit avec une inquiétude grandissante. « Mon Dieu, Nicolas, il faut absolument protéger Clara. Cet homme est capable de tout. Je sais. Mais comment? Il a des moyens. Il a des relations. Et maintenant, il sait où nous sommes. Allez voir la police avec le témoignage de Clara et ce que je peux raconter. Il n'y a aucune preuve, ma sœur. Que des histoires vieilles de 25 ans, pas de témoins directs. Delaunay a bâti sa réputation sur le mensonge, qui nous croira contre lui. » Un silence pesant s'installa dans la conversation. « Alors qu'est-ce qu'on fait ?» demanda finalement sœur Yvonne. « Je ne sais pas encore, mais une chose est sûre, il n'aura pas Clara. » Au restaurant, l'ambiance était tendue. Clara avait les traits tirés, sursautant au moindre bruit. Elle jetait sans cesse des coups d'œil vers l'entrée, comme si elle s'attendait à voir Delaunay réapparaître. « Papa ?» dit-elle en préparant une sauce. « Cette nuit, j'ai repensé à ce qu'il a dit, sur maman. Clara, ne l'écoute pas, cet homme ne dit que des mensonges. Mais s'il disait vrai, si maman était vraiment libre et qu'elle ait choisi de ne pas revenir vers toi. » Nicolas posa son couteau et se tourna vers sa fille. Dans ses yeux, il lisait tous les doutes qu'il avait lui-même entretenus pendant des années. « Écoute-moi bien, » dit-il fermement. « Ta mère t'aimait plus que sa propre vie. Elle s'est sacrifiée pour te protéger. Ne laisse jamais personne salir sa mémoire. Mais alors pourquoi il ment? Qu'est-ce qu'il veut vraiment? Toi. »« Clara, il te veut toi !» Ces mots flottèrent entre eux, lourds de sous-entendus. Clara frissonna. « Comme il a voulu maman. » Exactement. L'après-midi, Monique vint trouver Nicolas dans son bureau. Elle avait l'air préoccupée. « Nicolas, il y a un problème. J'ai appelé mes contacts dans la profession pour me renseigner discrètement sur Delaunay. Et il y a des rumeurs qui courent depuis des années, des histoires de harcèlement, de femmes qui ont disparu de ces restaurants du jour au lendemain, mais personne n'ose parler ouvertement. Pourquoi? Parce qu'il est puissant, il a des amis partout, dans la presse, chez les fournisseurs, même à la mairie. Ceux qui l'ont contrarié se sont retrouvés ruinés. » Nicolas serra les poings. « Il faut qu'on trouve un moyen de l'arrêter. » « Comment ? Tu l'as dit toi-même.
On n'a aucune preuve. À cet instant, Clara poussa la porte du bureau sans frapper. « J'ai une idée », annonça-t-elle. Nicolas et Monique se tournèrent vers elle. Elle avait retrouvé des couleurs, et ses yeux brillaient d'une détermination nouvelle. « Clara, on ne va pas te laisser. Écoutez-moi d'abord, » l'interrompit-elle. « Et si j'acceptais son offre ?»« Tu es folle !» explosa Nicolas. « Laisse-moi finir. Si j'accepte de travailler pour lui, je peux obtenir des preuves, enregistrer ses conversations, photographier des documents. C'est beaucoup trop dangereux, » protesta Monique. « Regarde ce qui est arrivé à ta mère. Justement, ma mère était seule, terrifiée, sans personne pour l'aider. Moi, je vous ai. Et puis les temps ont changé maintenant. Avec un smartphone, on peut tout enregistrer. » Nicolas secoua la tête vigoureusement. « Non, hors de question, je viens de te retrouver. Je ne vais pas te perdre. Papa, c'est peut-être notre seule chance. Il faut qu'on obtienne des aveux, des preuves concrètes. Sinon, il continuera à faire du mal à d'autres femmes. Et s'il découvre ce que tu fais, s'il devient violent, » Clara s'approcha de lui et prit ses mains dans les siennes. « Je serai prudente, et au premier signe de danger, je me tire. Mais papa, on ne peut pas le laisser s'en tirer comme ça. Pas après ce qu'il a fait à maman. » Nicolas regardait sa fille, partagé entre la fierté de voir son courage et la terreur de la perdre. « Il y a peut-être un autre moyen, » dit lentement Monique. « Si Clara accepte le poste, on peut organiser une surveillance discrète, des moyens de communication sécurisés, des points de rendez-vous. Vous êtes folles toutes les deux ? Non, papa, on est réaliste. Cet homme ne s'arrêtera pas, il faut qu'on prenne les devants. » Ils passèrent le reste de l'après-midi à élaborer un plan. Clara contacterait Delaunay pour accepter son offre, elle porterait un micro miniature, donnerait des nouvelles régulières, et Nicolas resterait en contact permanent avec elle. « Au moindre problème, tu sors de là, » insista Nicolas. « Promets-le-moi. »« Je te le promets, papa. » Le soir venu, Clara composa le numéro que Delaunay avait laissé. Il décrocha à la première sonnerie, comme s'il attendait son appel. « Clara, ma chère enfant, j'espérais avoir de vos nouvelles. J'ai réfléchi à votre proposition, monsieur Delaunay. J'accepte. » Un silence satisfait accueillit sa réponse. « Excellente décision. Vous ne le regretterez pas. Je passe vous chercher demain matin à 9h devant votre restaurant. Nous irons visiter mes établissements. D'accord ? Et monsieur Delaunay ? Oui, ma chère. J'aimerais en savoir plus sur ma mère, sur le temps qu'elle a passé avec vous. » La voix de Delaunay se fit plus douce, presque caressante. « Bien sûr, Clara. Nous aurons tout le temps d'en parler. Noémie était très spéciale pour moi, comme vous allez l'être. » Après avoir raccroché, Clara frissonna malgré elle. Dans la voix de cet homme, elle avait perçu quelque chose d'inquiétant, une possessivité malsaine qui lui glaça le sang. « Ça va aller ?» demanda Nicolas, qui avait écouté la conversation. « Oui, mais papa, j'ai peur. » Il la prit dans ses bras, respirant le parfum de ses cheveux. Sa petite fille qu'il venait de retrouver allait se jeter dans la gueule du loup. « On peut encore annuler, » murmura-t-il. « Non, c'est notre seule chance d'obtenir justice pour maman. » Cette nuit-là, ils restèrent longtemps dans la cuisine du restaurant, à cuisiner ensemble les recettes du carnet de Noémie, comme si préparer ces plats marqués d'un cœur pouvait les protéger du danger qui les attendait. Dehors, une voiture noire était garée en face du restaurant. À l'intérieur, Jacques Delaunay observait les silhouettes derrière les vitres éclairées. Un sourire cruel barrait son visage. Bientôt, Clara Meunier serait à lui, comme sa mère avant elle, et cette fois, personne ne viendrait la sauver. À 9h précises, une Mercedes noire s'arrêta devant la saveur ancestrale. Clara, qui attendait sur le trottoir avec son sac à dos, sentit son estomac se nouer. Elle portait le micro-miniature que Nicolas avait acheté la veille, dissimulé dans un pendentif. Jacques Delaunay descendit de la voiture, impeccable dans son costume sombre. Son sourire était celui d'un prédateur satisfait. « Bonjour, Clara. Prête pour votre nouvelle vie. »« Bonjour, monsieur Delaunay. »« Oui, je crois. » Il lui ouvrit galamment la portière. « Montez. Nous avons beaucoup à voir aujourd'hui. » Derrière la vitrine du restaurant, Nicolas observait la scène, le cœur serré. Clara lui adressa un petit signe discret avant de monter dans la voiture, puis la Mercedes disparut dans la circulation matinale. « Ça va aller, » murmura Monique, en posant une main réconfortante sur l'épaule de Nicolas. « Elle est forte, cette petite.
J'espère qu'on fait le bon choix. » Dans la voiture, Delaunay était d'une politesse exquise, mais Clara sentait son regard qui s'attardait sur elle avec une insistance déplaisante. « Alors, Clara, parlez-moi de vous, vos rêves, vos ambitions, vos attachements. » « Mes attachements. Ce cher monsieur Vautrin, par exemple, vous semblait très proche. » Clara garda un ton neutre. « C'est un bon patron, il m'a beaucoup appris. » Et rien d'autre. « Que voulez-vous dire ?» Delaunay tourna la tête vers elle, un sourire inquiétant aux lèvres. « Allons, ma chère, vous ne me ferez pas croire que vous ignorez qu'il était l'amant de votre mère. » Clara fit mine d'être surprise. « Comment savez-vous ça ? » « Oh, je sais beaucoup de choses. Noémie me parlait souvent de ce Nicolas. Au début, elle était encore amoureuse de lui. Mais avec le temps, elle a compris qu'il n'était pas à sa hauteur. Un petit cuisinier sans ambition, sans envergure. Pas comme vous et moi, Clara. Nous avons du potentiel. » La voiture s'arrêta devant un imposant restaurant dans le 6e arrondissement, les Délices de Jacques. L'établissement phare de Delaunay. « Venez, je vais vous faire visiter votre nouveau royaume. » L'intérieur était luxueux, nappes damassées, couverts en argent, service impeccable, mais dans la cuisine, Clara remarqua immédiatement l'atmosphère tendue. Les cuisiniers travaillaient dans un silence pesant, évitant soigneusement le regard de leur patron. « Magnifique, n'est-ce pas ?» dit Delaunay en désignant les équipements dernier cri. « Vous aurez carte blanche pour développer vos créations. » Une jeune cuisinière, brune aux yeux cernés, leva les yeux vers Clara. Dans son regard, il y avait une supplication muette. Un avertissement. « Et mes collègues ?» demanda Clara. « Ils semblent intimidés. »« Oh, vous savez, il faut de la discipline dans une cuisine. Mes employés le savent bien. » Delaunay s'approcha de la jeune cuisinière qui les avait regardés. « Marie, je vous présente Clara, votre nouvelle chef de partie. J'espère que vous saurez lui montrer notre façon de travailler. » Marie hocha la tête silencieusement, mais Clara vit ses mains trembler légèrement. La visite se poursuivit dans les autres établissements de la chaîne. Partout, la même atmosphère de peur larvée, Delaunay dirigeait son petit empire d'une main de fer, et ses employés marchaient sur des œufs. Vers midi, il emmena Clara déjeuner dans un restaurant cossu de la presqu'île. « Alors, que pensez-vous de mes affaires ? C'est impressionnant, vous avez bâti quelque chose de considérable. Seule, Clara, tout seul, enfin, avec l'aide de quelques personnes exceptionnelles, comme votre mère. » Clara saisit l'ouverture. « Justement, j'aimerais comprendre. Comment avez-vous rencontré ma mère ?» Le visage de Delaunay s'illumina, comme s'il se remémorait un souvenir délicieux. Noémie travaillait dans ce petit bistrot minable près des Halles, une perle rare perdue dans un écrin vulgaire. Je l'ai remarquée immédiatement. Et après, j'ai tout fait pour la conquérir. Fleurs, cadeaux, propositions alléchantes, mais elle était têtue, obsédée par ce Nicolas. Clara but une gorgée de vin pour se donner une contenance. Le micro enregistrait tout. Comment avez-vous réussi à la convaincre ? Disons que j'ai su me montrer. Persuasif. Un soir, je l'ai suivie à la sortie de son travail. Nous avons eu une conversation très franche. Une conversation. Je lui ai expliqué les réalités de la vie, qu'elle gaspillait son talent avec ce raté de Vautrin, qu'elle méritait mieux. Clara sentit sa gorge se serrer, et elle a accepté. Pas immédiatement. Votre mère était résistante. Il m'a fallu du temps pour lui faire comprendre qu'elle n'avait pas le choix. Les mots résonnèrent dans l'esprit de Clara comme un aveu. Pas le choix. Il venait pratiquement d'avouer la séquestration, du temps. Quelques semaines dans ma maison de campagne. Au calme. Loin des distractions, pour qu'elle puisse réfléchir sereinement à son avenir. Clara luttait pour garder son calme. Cet homme décrivait la captivité de sa mère comme une retraite spirituelle. Elle était heureuse là-bas. Oh oui, elle cuisinait pour moi. Nous discutions pendant des heures. Elle m'a même avoué qu'elle se sentait libérée de ce Nicolas. Libérée. Il la bridait. Voyez-vous, avec moi, elle pouvait exprimer tout son talent d'ailleurs. Delaunay sortit son téléphone et fit défiler des photos. « Regardez, votre mère dans mes cuisines, n'est-elle pas radieuse ?» Clara regarda l'écran et faillit vomir. On voyait Noémie, squelettique, les yeux cernés, un sourire forcé aux lèvres. Sur certaines photos, on devinait des bleus sur ses bras. Elle a l'air fatiguée. Les grands artistes sont souvent tourmentés. Mais regardez son œuvre. Mes restaurants doivent leur réputation à ses créations. Clara réalisa avec horreur
que Delaunay était sincèrement convaincu d'avoir rendu service à sa mère. Dans son esprit malade, il avait été son sauveur. Et quand elle est partie, l'expression de Delaunay s'assombrit. « Elle ne m'a jamais quittée, Clara. Noémie est restée avec moi jusqu'à la fin. Oh, il y a eu quelques épisodes difficiles, des moments où elle perdait la raison, où elle parlait de s'enfuir, mais je l'ai toujours ramenée à la réalité. Comment, en lui rappelant ce qui arriverait à Nicolas si elle partait, vous savez, j'avais des photos de lui, de ses habitudes. Il aurait été si facile de... » Il laissa sa phrase en suspens, mais le message était clair. Vous l'avez menacée. Je l'ai protégée. Au contraire, en gardant Noémie près de moi, j'ai évité qu'elle fasse des bêtises qui auraient pu lui nuire. Clara était au bord de la nausée. Cet homme avait réécrit l'histoire dans sa tête, transformant un crime en acte d'amour. Et maintenant, pourquoi moi? Delaunay posa sa main sur celle de Clara. Elle se retint de la retirer. Parce que vous êtes sa fille, ma chère. Vous avez hérité de son talent, de sa beauté. Et contrairement à elle, vous n'avez pas d'attache qui pourrait vous distraire. Monsieur Delaunay, Jacques, appelez-moi Jacques. Jacques, j'ai besoin de temps pour m'adapter. Ce changement, c'est... Bien sûr, ma chère, nous avons tout notre temps. D'ailleurs, j'ai préparé un appartement pour vous, juste au-dessus du restaurant principal. Vous serez chez vous, mais près de votre travail. Clara sentit le piège se refermer, un appartement sous son contrôle, exactement comme pour sa mère. C'est très gentil, mais j'ai déjà un logement, que vous pourrez conserver naturellement, mais vous verrez, cet appartement est beaucoup plus sûr. Le mot « sûr » résonna comme une menace. Clara comprit qu'elle venait de franchir un point de non-retour. Son téléphone vibra. Un message de Nicolas. « Tout va bien », elle répondit discrètement. « Oui, rentrez ce soir. » Mais en regardant le sourire satisfait de Delaunay, elle n'en était plus si sûre. Clara ne rentra au restaurant qu'à 22h, épuisée et bouleversée. Nicolas l'attendait dans la cuisine, arpentant nerveusement l'espace entre les fourneaux. Enfin, j'étais mort d'inquiétude. Elle se jeta dans ses bras, tremblante. « Papa, c'est pire que tout ce qu'on imaginait. Cet homme est complètement fou. Raconte-moi tout. » Ils s'installèrent dans le bureau. Clara vida son sac, au propre comme au figuré. Elle sortit son téléphone et fit écouter à Nicolas les enregistrements de la journée. La voix de Delaunay résonnait dans le petit espace, décrivant avec une complaisance répugnante sa relation avec Noémie. « Mon Dieu !» murmura Nicolas en entendant le passage sur les menaces. Il l'avoue presque ouvertement. Il n'a même pas conscience d'avoir commis un crime. Dans sa tête tordue, il a sauvé maman. Et maintenant, il veut t'installer dans cet appartement. Oui, demain matin, il a dit que c'était plus sûr pour moi. Nicolas se leva d'un bond. Il n'en est pas question. On arrête tout. Cette mascarade a assez duré. Papa, non, on tient quelque chose, ces enregistrements ne suffisent pas. Il peut toujours prétendre qu'il parlait métaphoriquement, qu'il a tendance à exagérer. Il faut des preuves plus concrètes. Alors laisse-moi continuer. Quelques jours de plus. Clara, tu ne comprends pas. Il va t'isoler, comme il a isolé ta mère. Une fois dans cet appartement, tu seras à sa merci. Clara regarda son père dans les yeux. Y lisant toute l'angoisse d'un homme qui ne supporterait pas de perdre une seconde fois les êtres qu'il aimait. « D'accord, » dit-elle finalement. « On fait autrement. » « Comment ? On l'attire ici, dans notre territoire ?» Nicolas fronça les sourcils. « Tu penses à quoi ? Je vais lui dire que j'ai des doutes, que j'hésite à accepter son offre, qu'il faut qu'il me convainque vraiment. Et tu crois qu'il va venir ? J'en suis certaine, son ego ne supportera pas que je lui résiste. Et puis, il veut me montrer qu'il est plus fort que toi. » Ils passèrent le reste de la nuit à peaufiner leur plan. Clara appellerait Delaunay le lendemain matin pour lui annoncer qu'elle avait des réticences. Elle l'inviterait à venir au restaurant le soir même, après la fermeture, pour une conversation en tête-à-tête. « Et si ça ne marche pas ?» demanda Nicolas. « Ça marchera. Cet homme ne supporte pas qu'on lui résiste. » Le lendemain matin, à 9h précises, Clara composa le numéro de Delaunay. Il décrocha immédiatement, sa voix trahissant une légère contrariété. « Clara, ma chère, vous devriez déjà être en route vers votre nouvel appartement. Justement, Jacques, j'ai besoin de vous parler. J'ai des doutes. » Un silence glacial accueillit ces paroles. Des doutes? Sur quoi? Sur tout ça? Ce changement,
c'est très rapide. Et puis, après ce que vous m'avez raconté sur ma mère, qu'est-ce qui vous pose problème exactement? Je ne sais pas si je suis prête à quitter ma vie actuelle, mon travail ici, mais attaches, vos attaches. La voix de Delaunay se durcit. Vous parlez de ce vautrin, entre autres? Oui, Clara, ma chère enfant, nous en avons déjà parlé. Cet homme vous tire vers le bas. Peut-être, mais j'aimerais que vous veniez me convaincre ce soir, au restaurant, après la fermeture. Nous pourrons discuter tranquillement. Nouveau silence. Clara sentait Delaunay peser le pour et le contre. D'accord, dit-il finalement. Mais Clara, j'espère que vous ne me faites pas perdre mon temps. Bien sûr que non, à ce soir, 23 heures. Après avoir raccroché, Clara se tourna vers Nicolas. C'est fait, il vient ce soir. Tu es sûr de toi? Non, mais c'est notre seule chance. La journée passa dans une tension extrême. Nicolas avait contacté un ami journaliste, lui expliquant la situation. L'homme accepta de venir discrètement enregistrer la conversation, cachée dans la réserve. S'il avoue devant témoin, on le tient, expliqua Nicolas à Clara, à 23 heures précises. La Mercedes noire de Delaunay se gara devant le restaurant. L'homme sortit de sa voiture, visiblement irrité. Il avait perdu son sourire commercial. Clara lui ouvrit la porte, Nicolas à ses côtés. L'atmosphère était électrique. « Bonsoir Jacques, merci d'être venu. Clara, monsieur Vautrin ?» Il salua Nicolas d'un hochement de tête méprisant. Ils s'installèrent à une table. Dans la salle plongée dans la pénombre, Delaunay regardait autour de lui avec dédain. « Alors, Clara, quels sont ces fameux doutes? Je veux comprendre ce qui s'est vraiment passé avec ma mère. Je vous ai tout dit hier. Non, vous m'avez raconté votre version, mais elle ne correspond pas à ce que j'ai appris ailleurs. » Le visage de Delaunay se ferma. « Ailleurs? Où ça? Ailleurs? À l'orphelinat où j'ai grandi, sœur Yvonne se souvient très bien de l'état dans lequel était ma mère. Cette vieille folle, qu'est-ce qu'elle vous a raconté? Que ma mère était terrifiée, qu'elle avait des bleus partout, qu'elle parlait d'un homme qui la retenait prisonnière? Delaunay ricana. Des délires de bonne sœur. Votre mère était perturbée. Clara, parfois, elle perdait pied avec la réalité. Comme quand elle essayait de s'enfuir. Le sourire de Delaunay s'effaça. Qui vous a dit qu'elle avait essayé de s'enfuir? Vous, hier, vous avez parlé d'épisodes difficiles où elle voulait partir. Delaunay réalisa son erreur. Ses mâchoires se contractèrent. Écoutez, Clara, votre mère était malade, dépressive. Sans moi, elle se serait détruite. En la gardant prisonnière, en la protégeant. La voix de Delaunay avait claqué dans la salle silencieuse. Nicolas vit les veines de son cou se gonfler. La protéger de quoi? Insista Clara. D'elle-même, de ses pulsions autodestructrices, de ce raté qui l'avait mise enceinte et abandonnée. Elle n'a jamais été abandonnée, intervint Nicolas calmement. C'est vous qui l'avez enlevée. Delaunay se tourna vers lui, les yeux injectés de sang. Taisez-vous, vous n'y étiez pas. Vous ne savez rien de ce qui s'est passé. Je sais que vous êtes un malade mental qui séquestre les femmes. Malade mental? Delaunay se leva d'un bond. J'ai sauvé Noémie, elle était perdue, sans but, gaspillant son talent dans ce boui-boui minable. Je lui ai donné une raison de vivre, en l'enfermant, en lui offrant ce qu'elle méritait. Le luxe, la reconnaissance, un homme à sa hauteur, un geôlier, vous voulez dire? Elle était libre, libre de cuisiner, de créer, de s'épanouir, mais pas libre de partir. Pourquoi serait-elle partie? Elle avait tout avec moi. Clara et Nicolas échangèrent un regard. Delaunay était en train de se trahir complètement. Tout sauf sa liberté, dit Clara doucement. La liberté de faire quoi? De retourner vers lui? Il désigna Nicolas avec mépris. De gâcher sa vie dans la médiocrité? La liberté de choisir sa vie? Elle avait choisi. Elle était restée avec moi pendant des années. Parce qu'elle n'avait pas le choix. Bien sûr qu'elle avait le choix. Je ne l'ai jamais forcée à rien. Sauf à rester. Delaunay se figea, réalisant trop tard qu'il venait d'avouer l'essentiel. Dans le silence qui suivit, on n'entendait que sa respiration haletante. « Vous ne comprenez pas ?» dit-il finalement d'une voix plus calme. « Vous êtes trop jeune, trop naïf. L'amour véritable, parfois ça demande des sacrifices, comme celui de la liberté de l'autre, comme celui de la laisser faire ses propres erreurs. » Clara secoua la tête. « Vous êtes malade, Jacques. Et maintenant, vous voulez recommencer avec moi. » Le regard de Delaunay se fit soudain très froid.
Vous ne me laisserez pas le choix, Clara, exactement comme votre mère. Qu'est-ce que vous voulez dire? Que vous allez venir avec moi ce soir, maintenant. Et si je refuse? Delaunay sortit un pistolet de sa veste et le pointa vers Nicolas. Alors il aura le même sort que sa copine. Dans la réserve, le journaliste filmait tout, pétrifié. L'aveu était complet, filmé, enregistré. Il ne restait plus qu'à espérer que personne ne serait blessé.